Je pense cette question de la passerelle entre l'éducation et le... J'aurais préféré avoir la réponse de quelqu'un qui est visiblement pas française d'origine, je ne sais pas quelle est votre nationalité, qui a une vision un peu distanciée avec notre pays. Mais elle a dit qu'en France, elle vous a donné raison. Le rôle du corps enseignant. Mais elle vous a donné raison. Elle vous a donné raison. Elle a dit. Des parents. Elle a dit, je veux dire, les parents sont entretenus par le monde de l'enseignement, comme quoi c'est la voie royale. Donc il y a une modernité de l'apprentissage qu'il faut qu'on réapprenne dans notre pays. De l'apprentissage, si je peux ajouter, il y a aussi la formation continue, dont on ne parle pas, mais sur la formation, il y a des programmes de mobilité européens aussi, Leonardo, on ne parle que d'Erasmus, mais il faut penser sur la formation sur toute une carrière professionnelle. Oui, pour conclure, je vous répondrai. Je ne connais pas, enfin, à ma connaissance, les passes Erasmus étaient chères. Donc si vous me dites que sur les 120 000, toutes les places n'ont pas été, toutes les bourses n'ont pas été attribuées, je suis tout de même étonnée, mais je vérifierai. Je ne suis pas sûr. Ce D'accord. que je sais, c'est qu'il y a un vrai problème qui se pose pour arriver à 700 000. Voilà, donc ce que je voulais clarifier juste, donc pour moi, l'idée que j'ai avec les places Erasmus était chère, qu'elle était chère, et donc il n'y avait pas suffisamment de bourses pour tous ceux qui voulaient en profiter, et il n'y en aura toujours pas, je pense qu'il y aura toujours, la demande sera toujours supérieure à l'offre, mais il y a eu cette nécessité de fortement augmenter le nombre de bourses. Si le chiffre augmente autant, c'est que en fait, Erasmus aujourd'hui n'est plus destiné uniquement aux jeunes de l'enseignement supérieur. On a élargi aux apprentis, les stages Leonardo da Vinci ont été inclus aussi dans Erasmus+. Et donc Erasmus aujourd'hui, alors que jusqu'à l'année dernière c'était les étudiants universitaires, maintenant ça touche un public beaucoup plus large. Donc c'est normal que le nombre de places ait fortement augmenté. Et quand vous parlez du côté caricatural d'Erasmus, l'auberge espagnole, je soulignerai juste une chose en fait, parce que j'ai fait Erasmus et je pense qu'Erasmus ce n'est pas que le côté enseignement, apprentissage, on part dans un autre pays apprendre, donc faire des cours d'économie, d'histoire, etc. Il y a cette dimension, mais ce n'est pas la dimension la plus importante en fait d'Erasmus. Le plus important c'est le côté culturel et linguistique, mais vraiment culturel, parce qu'on découvre un nouveau pays, et pas seulement les gens de ce pays, mais souvent on le sait, les jeunes Erasmus créer un réseau, et donc faire Erasmus c'est l'opportunité de pendant 6 mois ou 1 an de vivre avec des gens de plusieurs pays d'Europe, et ça c'est très très enrichissant, et c'est comme ça qu'on peut créer un sentiment de citoyenneté, d'appartenance au projet européen. Donc je pense que c'est un projet forcément, et je pense que les décideurs européens le savent, et c'est pour cela qu'ils ont fortement augmenté le budget de ce programme. C'est là qu'on peut vraiment créer ce sentiment de citoyenneté et d'appartenance au projet européen. Merci. On va passer au deuxième débat dans quelques minutes. Je tenais à remercier nos 3 panélistes de ce soir et vous aussi d'être présents. Donc on se retrouve d'ici 5 minutes, disons, le temps de changer les petites tables. Voilà, merci. C'est la même chose sur l'emploi. Mondialisation. Ouais, mondialisation, oui. Relevé par les 6 années en bas, l'absence totale de l'UPA. De l'absence totale de la langue, du fait que les pays européens se retirent du marché. Non, tu fais. Bah, lève la main et essaie de choper. Ah, c'est ça. Comment t'appelles ça, l'évolution des normes? Les normes. Ouais, maintenant, je suis au niveau européen maintenant. Attends. C'est quand même pas mal. Ah bah oui. Il va falloir en parler, marché transatlantique. Hein.
Ah oui. Il était à... Il a raté.
Alors, on va retourner pour la deuxième table ronde qui cette fois traite de mondialisation. Un thème important après avoir parlé d'emploi. Et on a la chance d'avoir ce soir Monsieur Le Yarrick, député européen, Guillaume Roty, qui est attaché tendance économique à la représentation de la Commission à Paris, et Monsieur Christian Théron, qui est président du MEDEF 91. Il y avait déjà des questions en premier tour de table sur les dangers de la mondialisation. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation? Comment protéger l'Europe, faire une Europe qui protège par rapport aux géants que sont la Chine et les États-Unis. Nous, sur Euractiv, on a fait un article récemment sur les peurs américaines par rapport au TTIP, au traité transatlantique de partenariat. Donc les Américains aussi ont peur de la mondialisation. Tout le monde a peur. Donc on va voir ce qu'il en est en réalité et quels sont aujourd'hui les atouts de l'Europe, ce qu'il met en œuvre pour assurer une efficacité économique dans tous les pays européens, comme on a vu dans le premier tour de table. Je vais d'abord passer la parole à M. Le Yarrick, si vous voulez bien, comme en première table ronde, 5 minutes sur un panel général de vos idées sur ce thème-là. D'accord, merci beaucoup, merci de l'invitation. Je crois que utiliser simplement ce mot mondialisation, ça a l'inconvénient de ne pas qualifier ce qui se passe.